C'est l'heure de l'interview politique du 16h et Jacques Maire est avec nous. Bonjour. Bonjour. Député La République En Marche des Hauts-de-Seine, vice-président de la Commission des Affaires étrangères. Renaud Pila est également avec nous pour cette interview. Bonjour Renaud. Bonjour Magali. On va la commencer forcément par les questions rafales. Devant votre télé, sur les Champs-Élysées ou en moto, vous serez où samedi après-midi? Je ne sais pas encore. Référence évidemment à Johnny Hallyday. Bien sûr. Vous n'avez pas décidé. Non. Certains de vos collègues vont organiser des rencontres avec des intellectuels à l'Assemblée nationale. Ces nouveaux députés manquent de culture générale par rapport à leurs aînés? Je pense qu'il manque de culture collective. Chacun a sa culture individuelle, mais En Marche n'a pas encore construit une culture en se frottant effectivement à des penseurs, à des philosophes. Ça, c'est très bien. Le parler-cache du président, que ce soit en Afrique ou en Algérie, ça ne risque pas de déraper un jour? C'est pour l'instant très bien compris, surtout chez les jeunes. Et si ça bouscule un peu, je pense que ça fait plus de bien que de mal. Ça bouscule, Il on y prend des reviendra risques, tout à l'heure. Beaucoup de risques. Il a toujours pris des risques. Sinon, il ne serait pas là d'ailleurs. Les risques du président de la République, on y reviendra dans un instant. Johnny Hallyday, donc hommage populaire, ça y est, ça a été décidé dans la matinée, lui sera rendu samedi après-midi. On va regarder à quoi ça va ressembler avec Hubert Coster. C'était le rêve de Laetitia, déclarait ce matin l'ancien producteur de Johnny Hallyday, Jean-Claude Camus. Un rêve qui se concrétise. Le cortège funéraire de l'artiste descendra les Champs-Élysées samedi jusqu'à la place de la Concorde, puis l'église de la Madeleine. C'est là que se déroulera un office religieux au cours duquel le président de la République prendra brièvement la parole, précise l'Élysée. Les musiciens de Johnny accompagneront musicalement l'hommage. Un hommage populaire, c'est le terme qui est choisi, qui se déroulera entre 11h et 14h, samedi 9 décembre. C'est un bon choix d'avoir choisi le terme de populaire, car l'hommage national, ça renvoie à quelque chose de très officiel, qui s'est appliqué jusqu'à présent à des militaires ou à des politiques, Pierre Mauroy, aussi Simone Veil plus récemment. Mais là, avec le terme de populaire, on est au cœur finalement de ce que représentait Johnny Hallyday. En attendant cet hommage populaire, une veillée de prière aura lieu ce soir en l'église Saint-Roch, la paroisse parisienne des artistes. La mairie de Paris, de son côté, annonce que le message « Merci Johnny » sera projeté sur la Tour Eiffel ce week-end, ainsi que sur la façade de la salle de spectacle de Bercy. Vous ne serez peut-être pas sur les Champs-Élysées, d'après ce qu'on a compris. Vous hésitez? Non, c'est pas ça. C'est que mes enfants, je les vois surtout le week-end. Et pour les aider un petit peu, les questions scolaires, etc., je pense qu'il faut aussi se préserver quelques moments. Bon, vous regarderez LCI à ce moment-là. Ce sera Absolument. pas plus mal. Vous les regarderez en famille. Emmanuel Macron donc, va prendre la parole durant cet hommage populaire. Pourquoi est-ce que le président de la République va s'exprimer selon vous? Je pense qu'il va s'exprimer parce que on a tous en nous quelque chose de Johnny Hallyday, parce que c'est un des moments dans lesquels une partie de l'histoire de France, son histoire culturelle, revient au premier plan. Et je pense que c'est bien de ne pas uniquement faire des commémorations autour du 11 novembre pour les soldats inconnus, mais Johnny Hallyday rassemble complètement par-delà les clivages, par-delà les générations. Et C'est ce qui fait qu'il est un héros français. Ouais, on a mis cette question là en bas de l'écran. La France est-elle en manque de héros? Et Emmanuel Macron, le président de la République, a qualifié Johnny Hallyday de héros français. Les héros, c'est des gens qui sacrifient leur vie, non, qui ont fait la guerre. H-E-R-A-U-T, peut-être. Un héros tel qu'il est écrit, je pense que c'est plus large. En tout cas, c'est un héros du rock'n'roll français qui est un petit pousset dans la mondialisation du rock vis-à-vis d'Elvis et d'autres, Tennessee Williams et d'autres. Donc moi, je trouve ça très bien, effectivement, qu'on valorise... Vous savez, dans la francophonie, dans le monde, Johnny est très connu. C'est pas uniquement une star française, c'est une star mondiale. Donc c'est un héros français, comme le disait le président de la République, et à tel point que l'Assemblée nationale lui a rendu hommage. Vous y étiez hier après-midi. C'était un moment c'est assez rare quand même que les députés comme ça se lèvent pour un chanteur. Vous avez ressenti quoi, vous, à ce moment-là? Je trouve ça très sympathique. C'était très engagé, c'était très positif. Franchement, des collègues à vous n'ont pas tellement apprécié. On trouvait que c'était trop, que c'était pas forcément au rôle du président de l'Assemblée nationale de faire lever les députés pour Johnny Hallyday. Non, il y a... C'est une histoire de génération, après. Ah bon? Oui, il y avait la cravate, elle n'est plus obligatoire. Il y avait effectivement une espèce de code. Il y a des choses qui évoluent. Quelquefois, ça peut être considéré comme du relâchement ou de l'innovation. Là, faire applaudir et se lever pour un chanteur, c'est une innovation. Pour autant que ce chanteur... Il n'y a pas eu trop. Collectivement, nous tous, il n'y a pas eu trop pour Johnny Hallyday, la classe politique notamment. J'aurais pu dire ça, et en même temps, moi, je me sens aussi personnellement impacté par son décès.
Ah oui. Comment Parce que je veux dire, quand j'étais adolescent, mon grand frère, Mhm. qui a 7 ans de plus que moi, avait tous ses disques. Et on connaissait ses chansons par cœur. Voilà. Vous avez été baigné par la musique de Johnny Hallyday. Oui. Vous les connaissez par cœur, les chansons, là? Non, je ne connais pas par cœur parce elles datent un petit peu, c'est Oui. quelque chose. Mais le pénitencier, etc., que je D'accord. t'aime, c'est vraiment voilà, on a tous vécu cela. Mm. On a tous des histoires avec les slows de Johnny, les rocks de Johnny. Donc je comprends, je veux dire, il y a un côté spontané dans tout ça, en fait. C'est Ce pas que du vous tout. comprenez totalement. Noir c'est noir, l'envie ou je te promets, quelle chanson symbolise le mieux votre action? L'envie. Forcément, évidemment. Ah, c'est la chanson préférée d'Emmanuel Vous voulez mettre- Macron. voilà, vous connaissez. exactement. Mais bon, Oui. ça symbolise bien effectivement ce que vous êtes en train de mettre en place en tant que député. Bon, il y a un sentiment de révolte aussi. Pas uniquement une envie, mais une envie un petit peu aussi de tout casser. C'est-à-dire, voilà, insatisfait devant un mental collectif qui est plutôt déprimé. Quand on voit que Johnny, par-delà sa maladie, son âge, ses difficultés, a toujours eu la ressource de ne pas se plaindre et de se projeter vers l'avenir, mettant de côté un petit peu les mauvaises habitudes françaises, le défaitisme, le côté, je dirais, se plaignant tout le temps, ça, enfin voilà, de ce point de vue, on se reconnaît dans Johnny. Ouais. Et alors, d'accord, vous comprenez cet élan populaire, vous-même, vous êtes touché personnellement, mais quand même, est-ce que Johnny Hallyday n'éclipse pas un peu trop à votre goût Jean d'Ormesson? Non. Moi, je pense que Johnny me parle plus que Jean d'Ormesson. Bon, il y a, du point de vue du style, Jean d'Ormesson est d'une délicatesse et d'une, je dirais, voilà, d'un plaisir total, Élégance. une élégance. Sur le fond, je dirais, Jean d'Ormesson parle à une petite partie de la France. Et Laquelle? une France qui se reconnaît dans une culture très classique, dans un goût du débat pour le débat, et une France pour qui, finalement, la forme prévaut un petit peu sur le fond. Parce que sur le fond, Jean d'Ormesson, en termes de modernité, en termes de pensée, il a fait quelques actes. L'accueil de Yourcenar à l'Académie française, il y a eu quelques moments comme cela. Mais moi, je ne partage beaucoup moins ces valeurs, je pense, que les celles valeurs de de Johnny Hallyday. Oui. Vous le trouviez trop réactionnaire? Oui, bien sûr. Oui, et Pourquoi? Comment vous le différenciez? C'est une France conservatrice? C'est la bourgeoisie? C'est quoi? c'est une France aristocratique. C'est une France voilà, pour laquelle le goût du débat est plus important finalement que le fond. Et qui a toujours été, je veux dire, avec une grande distance vis-à-vis de l'environnement. Et quand elle a dû sortir ses tripes, comme il l'a fait quelquefois, c'était toujours dans le camp de la réaction, tout simplement. Alors, vous êtes ancien diplomate et vice-président de la Commission des Affaires étrangères. Donc, évidemment, votre avis nous intéresse dans ce contexte très explosif au Proche-Orient, puisque Donald Trump, même si ça faisait partie de ses promesses de campagne, vient de prendre une décision spectaculaire. Le président américain reconnaît Jérusalem comme capitale d'Israël. Réaction du président de la République tout à l'heure. C'est une décision unilatérale des États-Unis d'Amérique. Je la désapprouve parce qu'elle contrevient au droit international. Et la solution, elle doit être trouvée par une négociation entre Israéliens et Palestiniens. Et c'est dans ce cadre que Jérusalem pourra avoir un statut sous l'égide des Nations Unies. Et la France reste, quant à elle, attachée à sa volonté d'avoir deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte en paix et ayant des frontières internationalement reconnues, et chacun Jérusalem comme capitale. Alors, on a le parler-cache du président sur le terrain. Là, on a un discours pour le moins diplomatique. Est-ce que la réaction d'Emmanuel Macron est assez forte? Elle est forte, mais elle est en responsabilité. Je pense que le fait de vouloir toujours être un interlocuteur écouté, attentif de la part de toutes les parties, nécessite de maîtriser son expression, et il le fait parfaitement. Après, je pense qu'à un moment donné, Donald Trump devra rendre des comptes à l'histoire. On a vu l'accord sur le climat, on a vu le démantèlement progressif du contrôle nucléaire sur l'Iran. On voit maintenant Jérusalem et la remise en cause fondamentale du processus de paix. Tout ça sans aucune stratégie, sans aucune vision de long terme. Le bilan au plan international, il s'alourdit. Alors vous n'avez pas un droit de réserve comme un chef de l'État, vous pouvez parler ou dire les choses. Franchement, Donald Trump, et là vous le dites un peu, comment vous qualifiez cette décision? Comment vous qualifiez son attitude? Qu'est-ce qu'au fond... Sans vision, sans réflexion, poussé par des motivations soit égotistes, soit liées à la politique intérieure immédiate, sans aucune capacité ou de contribution à construire un avenir plus sûr pour tout le monde. Donc, ça veut dire irresponsable en un mot? Il est responsable de ses actes. Après, est-ce qu'il en maîtrise les conséquences? Ça, chacun peut avoir son commentaire. Ça peut aller jusqu'où, d'après vous? Ben, Il y a déjà eu quelques heures cet après-midi
Ils sont très localisés pour le moment. C'est quand même assez dramatique parce que plus personne s'intéresse au conflit israélo-palestinien en ce moment. Quand vous regardez, j'étais moi-même dans les négociations au premier semestre sur le financement de l'autorité palestinienne dans le cadre des accords d'Oslo. De moins en moins de contributeurs financiers soutiennent ce territoire. Non mais attendez, ce qu'il y a, c'est que effectivement, mais les accords d'Oslo, mais plus personne s'y intéresse parce que quelque part les gens sont maintenant réalistes et que de part et d'autre on a l'impression que, et quand on est sur le terrain, quand on discute sur le terrain, en Israël ou ailleurs, chacun a acté le fait qu'il n'y aura pas d'accord, il n'y aura pas de plan de paix, il n'y aura pas. Donc les gens finalement, c'est pour ça qu'ils s'y intéressent plus. Non, chacun c'est un peu trop général. Je veux dire, il y a une régression fondamentale du côté d'Israël sur l'engagement dans le processus de paix, qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date d'il y a une quinzaine d'années. Il y a une prise d'otage de la part de tout gouvernement par des partis extrémistes. Il y a je dirais aussi une prise d'otage de la part des électeurs des implantations, qui aujourd'hui condamnent Israël à l'immobilité, y compris le Premier ministre. Et en face, il y a des Palestiniens qui n'ont absolument plus aucun moyen d'action, qui n'ont plus le relais de leurs amis arabes, qui sont de moins en moins amis d'ailleurs, et pour lesquels effectivement l'Europe et la France est toujours en action, je veux dire, est toujours dans le combat pour essayer de faire prévaloir cette vision des deux États. Ah, mais avec quel poids? Oui. Regardez, on a mis Jérusalem, la France impuissante, on a mis un point d'interrogation, mais on peut l'enlever. Quel est le poids de la France vis-à-vis d'Israël, vis-à-vis de cette décision de Donald Trump? Quel est le poids de la France? D'abord, je pense que parmi ceux qui essayent aujourd'hui de contribuer positivement à la situation sur le terrain, la France est pratiquement un des premiers. C'est la France qui a pris l'initiative, il y a un an, de réunir plus de 100 États pour réaffirmer la solution à 2 États en Israël. C'est la France qui a été de ce fait soutenue à la fois par les Nations Unies, mais aussi par les Palestiniens, comme ayant créé le seul vrai moment positif depuis 2 ans sur le sujet. Oui, mais vous savez, le vote de la France à l'UNESCO a outré beaucoup d'Israéliens à l'époque. Oui, bien sûr. Donc on s'est mis quelque part dans une relation, dans une position qui peut être déséquilibrée pour beaucoup d'Israéliens. Mais on parle aux deux parties. Notre relation à Israël, effectivement, ne se résume pas au processus de paix. C'est un acteur économique important, c'est un acteur politique important. Nous avons une diaspora, je dirais, française en Israël qui est fondamentale. Nous avons des enjeux technologiques, des enjeux de sécurité. Voilà, donc c'est un vrai partenaire, Israël. En même temps, ça ne nous remet absolument pas en cause notre volontarisme sur le processus de paix. Mais c'est vrai, vous avez raison. Vous croyez vraiment au processus de paix? Non, mais on croit à l'engagement français. Oui. La question, c'est quelle est l'alternative? Voilà. Et tant qu'Israël n'aura pas décidé de proposer sa clarification lui-même sur quel est le modèle d'une situation sans qu'il y ait 2 États, mais un modèle stable et durable, on sera dans cette situation-là. Au-delà des paroles, on a bien entendu effectivement le président de la République, concrètement, de ce que vient de dessiner Donald Trump, qu'est-ce que peut faire la France, concrètement? À part donc réaffirmer sa position sur le processus de paix, à part réaffirmer sa position sur certains sujets, mais concrètement, là. Eh bien, d'abord, on a fait une saisine du Conseil de sécurité avec 8 États, et pas seulement la France, mais aussi l'Angleterre et d'autres. On a la possibilité, je dirais, de donner un débouché politique à cette colère, à cette angoisse, un débouché politique qui peut réaffirmer une coalition d'États et de mesures autour de la promotion de la solution à 2 États. Voilà. Pour éviter la situation du pire, c'est-à-dire un côté de dégénération, enfin une dégénérescence de la situation sur le territoire. Vous savez que depuis quelques mois, simplement, le Hamas était commencé à se rapprocher du Fatah pour intégrer une administration unique. Ça ne plaisait pas à Israël. En même temps, juste sur Donald Trump, Emmanuel Macron était obligé, parce qu'on a une coopération notamment contre le terrorisme avec les États-Unis, et on sait que malgré sa personnalité, Emmanuel Macron et Donald Trump, Emmanuel Macron tente de garder de bons rapports avec Donald Trump. Donc quelque part... Mais on n'a pas le choix. Voilà. Je veux dire, on a à la fois les États-Unis qui sont un allié majeur sur un nombre de sujets à l'international, économique, financier, politique, de sécurité, voilà, qui sont centraux. Et donc, on ne fait pas sans les États-Unis. Et en plus, sur les fondamentaux, je dirais, de nature de long terme, les États-Unis, en général, sont alignés avec nous. Et là, on doit faire un peu le gros dos, je le dis franchement, avec méthode. On fait le gros dos, on a une période qui est difficile, on a un président américain avec lequel il faut compter, sans pouvoir vraiment construire. Malgré, effectivement, la claque des accords de Paris, les désaccords sur l'Iran, les désaccords maintenant sur Jérusalem. Mais on l'a vu aussi au Japon. Monsieur Abe, au Japon, qui effectivement essaye de faire en sorte que les États-Unis gardent leur place dans l'Asie-Pacifique en face de la Corée du Nord et de la Chine, tente de donner matière, donner corps à un dialogue avec Donald Trump. Tout le monde essaye. C'est difficile, mais tout le monde essaye, parce qu'il n'y a pas le choix.
Emmanuel Macron, donc, était hier en Algérie. Vous avez été conseiller à l'ambassade de France à Alger il y a quelques années. Et regardez l'un de ces échanges sur place. C'était à Alger, notamment avec un jeune. Qui évite quoi? Moi j'évite quelque chose, j'évite de venir vous voir, j'évite de dire ce qui s'est passé, mais il s'est passé des choses, comme je l'ai dit, il y a des gens qui ont vécu des histoires d'amour ici, il y a des gens, il y a des Français qui aiment encore terriblement l'Algérie, qui ont contribué, qui ont fait des belles choses, il y en a qui ont fait des choses atroces, on a cette histoire entre nous, mais moi j'en suis pas prisonnier, mais vous avez quel âge? Mais vous n'avez jamais connu la colonisation, qu'est-ce que vous venez m'embrouiller avec ça? Vous, votre génération, elle doit regarder l'avenir. Voilà, ce jeune Algérois qui lui demandait « il faut que la France assume son passé colonial », d'où la réponse très engagée du président de la République. Qu'est-ce que vous venez m'embrouiller avec ça? Vous n'avez pas connu la colonisation, regardez vers l'avenir. On n'a pas l'habitude d'entendre un président de la République français parler sur ce ton, avec ces mots-là, avec ces mots francs en Algérie. Vous en avez pensé quoi, vous, hier après-midi? Alors moi, j'adore parce que globalement, aujourd'hui, en Algérie, le fait d'être un ancien combattant est une rente de situation. Ils ont d'ailleurs capté le pouvoir. Le fait d'être fils d'ancien combattant, c'est une rente de situation. Et donc, on peut créer comme ça des générations de nomenclatura dont la définition, la projection dans l'avenir se situe uniquement par rapport à la lutte coloniale. Mais il faut en même temps dire la chose suivante, c'est que Emmanuel Macron n'a jamais renié les conséquences de la colonisation et des guerres de décolonisation. Il a eu une phrase extrêmement forte sur rappelez-vous, sur le crime contre l'humanité. Il n'a plus parlé de crime contre l'humanité, c'est terminé ça. Ça avait été maladroit à l'époque. Il ne l'a jamais renié. Je pense que c'est peut-être... Mais vous pensez que vous connaissez très bien ce dossier, c'était maladroit? Je pense que c'est très provoquant dans l'espace public français. Je pense que ça correspond à une véritable demande et une attente dans l'ensemble de l'Afrique. Et que le fait qu'un président assume la violence de la colonisation a un côté pile et un côté face. Je pense qu'il l'a fait de façon délibérée, comme tout ce que fait Emmanuel Macron. Et alors, donc, dans cet échange, effectivement, aucun président français n'avait osé, on va dire, parler comme ça, mais il a raison dans le fond. C'est-à-dire qu'il y a la forme, vous approuvez, mais dans le fond, il a raison. C'est-à-dire qu'il faut arrêter, comme vous disiez, ces rentes de situation. Il faut arrêter avec ça. Il faut à la fois, je dirais, être capable de projeter la relation franco-algérienne dans l'avenir. Et ça fait quand même 30 ou 40 ans qu'on essaye. Il y a eu des gestes hier nouveaux, selon vous, concrètement? Oui, ça, c'en était un. Oui, et puis des décisions, par exemple, de restitution, dans l'espace mémoriel. Il y a un ou deux gestes que vous pourriez... il y a quelques gestes. À chaque fois, faut dire aussi que François Hollande en avait fait quelques-uns. C'est pas la première fois qu'il y a des gestes. Mais là, ce qu'il joue et qu'il surjoue peut-être, en fait, c'est le côté... écoutez, on enlève nos sacs à dos, on a 50 kilos chacun sur les épaules, ça nous empêche de marcher ensemble, on laisse le sac, on n'oublie pas qu'il est là et on y va main dans la main. Parce qu'en même temps, c'est pas simplement je rejette la responsabilité, c'est passons à autre chose et on y va ensemble. Et c'est ça qui est important. Et je peux vous dire que la majorité des Algériens, ceux qui ne sont pas complètement liés au parti, ceux qui ne sont pas liés au système, ont envie de passer à autre chose aussi. Et vous pensez qu'un jour les relations seront apaisées entre la France et l'Algérie? Elles ne seront jamais banalisées parce que l'Algérie, quelque part en tant qu'État, existe essentiellement par la colonisation française et que la grande guerre d'indépendance est vraiment l'élément fondateur du régime, ce qui n'est pas du tout le cas pour la Tunisie, ce qui n'est pas le cas pour le Maroc. Donc on a une importance dans la place, dans l'histoire algérienne qui n'est pas sans équivalent. Bien sûr, mais voilà. D'où le mot apaisé. Oui. Vous dites pas, ça ne sera jamais banalisé, d'accord, mais apaisé. J'espère, je me suis battu comme ça à l'époque et j'essaierai de faire aussi là. Ça prend du temps. Alors sur ce parler cash, est-ce que ce n'est pas un peu risqué? On l'avait vu effectivement aussi à Ouagadougou la semaine dernière. Est-ce que ce n'est pas un peu risqué? Est-ce que quelquefois on frôle l'incident diplomatique? Vous êtes ancien diplomate encore une fois, vous savez de quoi on parle. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas non plus dire les commentaires sur le style. Au bout d'un moment, il masque. Moi, sur Ouagadougou, il y avait des choses exceptionnelles qui ont été dites, y compris sur l'ouverture aux Africains, y compris sur l'ouverture aux jeunes Africains, aux étudiants africains, qui ont été masqués par les commentaires sur le style. Oui, mais ça, c'est une critique en creux contre le style du président de la République, parce qu'effectivement, quand on utilise un style qui est trop nouveau, qui est trop spectaculaire, eh bien, finalement, ça cache le fond et ça cache son message. Pour qui? Je ne suis pas sûr. Je pense que, ça, du point de vue médiatique, ça a un effet pervers. Oui, mais il connaît par cœur le système médiatique. Il est comme il est. On peut pas le... Voilà. Oui, mais et puis pas que médiatique. C'est-à-dire que quand un président de la République a un langage... il se dit qu'il a 39 ans, mais qui a un langage qui n'est pas celui auquel on est habitué, il sait qu'il va y avoir des commentaires. Oui, mais je pense que nous tombons dans son piège, en fait. Je pense qu'il veut
parler au-delà de l'environnement médiatique à des gens qui n'attendent pas une parole institutionnelle. Vous avez en face de vous des populistes qui ont des termes beaucoup plus brutaux. Voilà. Et là, vous avez quelqu'un qui est, entre guillemets, mainstream, c'est-à-dire qui veut jouer la société, la classe moyenne, la solidarité. Et la jeunesse, oui. Oui, et la jeunesse, et qui a un langage en rupture. C'est ce qui a permis le fait qu'il puisse avoir une majorité, je crois. Donc, ce qu'on lui reproche, on ne le reproche pas à Erdogan, à Poutine, à Le Pen, à Dupont-Aignan, à Mélenchon. Le sentiment d'insécurité, ça fait partie de l'actualité, grandit chez les Français alors que les chiffres de la délinquance sont plutôt bons. Comment est-ce que vous l'expliquez ? C'est très difficile à expliquer. On a tous un vécu par rapport à ce qui a pu se passer dans notre rue, dans notre environnement, un racket à l'école, etc. C'est compliqué, c'est aussi peut-être le sentiment de l'intime. En tout cas, on a demandé à quelques Parisiens tout à l'heure ce qu'ils ressentaient eux, est-ce qu'ils se sentaient effectivement en insécurité, comment ils vivaient leur quotidien. Écoutez leurs réponses. Tout le monde doit se sentir concerné, personne n'est à l'abri, mais je pense qu'il faut aussi agir en conséquence. Je ne suis pas vraiment inquiète, mais je suis vigilante. On s'inquiète forcément pour nos enfants, mais bon, après, c'est vrai que le nombre d'attentats fait que finalement, je crois que ça se banalise. On voit plus de policiers, on voit les plans Vigipirate. Alors même si parfois c'est contraignant pour nos vies, on se dit que c'est en tout cas qu'il y a des efforts qui sont faits. Voilà, est-ce que finalement le fait de protéger les Français, est-ce que le fait que l'armée, la police soit autant visible, ça contribue aussi à ce sentiment d'insécurité ? J'aurais du mal à le qualifier, mais quand vous regardez la télévision, quand vous écoutez la radio, les journaux, on est quand même abreuvé en permanence d'histoires sordides et même de choses qui révèlent une insécurité qui était cachée. Je pense par exemple au viol ou au harcèlement sexuel. Je pense aux opérations. Voilà, Et ça, on voit effectivement que dans ce rapport d'Observatoire national de la délinquance, en 2016, il y a une montée effectivement de ces faits de harcèlement, de violence intrafamiliale, mais aussi parce que, et là c'est ce que disent les experts, il y a plus de plaintes qui sont déposées. Donc quelque part, cette hausse-là montre eh bien, que la parole se libère là-dessus. Je pense que c'est bien aussi parce que pour avoir connu des commissaires en situation, la manipulation des chiffres, le contrôle des mains courantes qui permettaient de gérer les statistiques, c'était quelque chose d'absolument insupportable, quoi. C'est terminé ça ? Je n'en sais rien, je ne suis pas... Voilà. Ceci dit, j'irai dans quelques jours avec les équipes de mon commissariat faire des patrouilles de nuit pour aussi vivre un peu leur vécu. Et voir comment ça se passe sur le terrain, Exactement. pour bien comprendre la réalité. Oui. Et alors, il y a cette étude donc, qui est publiée chaque année, révèle quelque chose aussi, c'est que la principale préoccupation maintenant des Français, c'est le terrorisme et non plus le chômage. On est sur un sentiment, enfin une préoccupation liée au terrorisme élevée par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a 3-4 ans, mais cette préoccupation est relativement stable par rapport à l'année dernière. En revanche, il y a une forte chute, et ça depuis maintenant d'ailleurs 3-4 ans, de la préoccupation effectivement de la population concernant le chômage. Donc là, est-ce que la population perçoit une amélioration de la situation économique, de l'amélioration de l'emploi ? C'est peut-être possible, et en tout cas, c'est effectivement une problématique aujourd'hui qui les vise moins, qui les concerne moins que celle liée au terrorisme, parce que même celle liée à la délinquance est plutôt une préoccupation en baisse. Alors voilà, avant c'était le chômage, la principale préoccupation des Français. Ce n'est plus le cas, puisqu'effectivement il y a le terrorisme. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'après vous ? Ça veut dire que les Français commencent à avoir confiance ? Alors, c'est pas tout à fait ce que je ressens. Je fais des permanences, je vais sur les marchés, je suis en contact avec la population de façon très régulière. Moi, je ressens quand même une attente sur le champ économique et social qui est extrêmement importante. Voilà. Un soupçon d'espoir, et en même temps, l'effort, ou plutôt l'essai reste complètement à transformer. C'est pas parce qu'on a un peu de croissance en plus qu'on a de l'emploi. C'est pas parce qu'on a des postes à ouvrir que pourtant ils sont remplis. C'est pas parce qu'on a effectivement, je dirais, des carnets de commandes que ça va pas passer par des importations. Tout ça montre que voilà, ça reste vraiment difficile. Ça, c'est sur la question économique. Mais sur la question de l'insécurité, est-ce que vous avez l'impression que les polémiques entre la droite et la gauche des 20 ou 30 dernières années ont cessé ? Avant, la sécurité, c'était, on s'en souvient, entre la droite et la gauche, ça bataillait ferme. Là, on a l'impression qu'il n'y a plus tellement de débats. Et est-ce que le gouvernement mène en matière de sécurité une politique assez ferme, trop ferme, pour un homme de gauche, pour des électeurs de gauche qui ont voté pour Emmanuel Macron et ce gouvernement ?
peuvent se dire quelle différence avec la droite là-dessus. Et pourtant, humainement, il y a des différences quand même. Alors c'est vrai qu'on s'est écharpé et qu'on a perdu beaucoup de temps sur les sujets de sécurité, d'ailleurs de vraie ou de fausse sécurité. Rappelez-vous, on a perdu pratiquement 18 mois dans la précédente mandature sur la déchéance de nationalité, où il n'y avait aucun enjeu opérationnel et juste des batailles idéologiques. Pour vous, il n'y a plus de différence entre la droite et les gauches sur la question de sécurité? On a un ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui a un agenda sécuritaire en termes de terrorisme, en termes de sécurité du quotidien qui est très important, avec de la police du quotidien, avec des actions en matière de renseignement, etc., qui occupe quand même beaucoup l'espace, il faut dire ce qui est, et qui a un positionnement qui, normalement, même chez les plus exigeants, alors je ne parle pas des gens qui en font un combat théologique, mais répond à leurs attentes. Et effectivement, l'enjeu du groupe, notamment sur des questions importantes comme l'asile, l'immigration, c'est de concilier ça avec, je dirais, une prise en compte équilibrée des droits de l'homme. Et je pense que de ce point de vue, si vous comprenez ce que je veux dire, il y a une vraie valeur ajoutée du travail parlementaire. Oui, alors là, on va traduire, parce que c'est trop politique comme langage. C'est que il y a au sein du groupe de La République En Marche, et ça vous fait sourire, au sein du groupe La République En Marche, il y a des députés qui viennent de la gauche, qui viennent notamment du Parti Socialiste, et qui ne sont pas d'accord, il faut le dire, qui ne sont pas d'accord avec la politique de Gérard Collomb en matière d'immigration, de droit d'asile, et qui poussent à l'Assemblée ou ailleurs pour, je dirais, rendre moins ferme et modérer un peu les positions du ministre de l'Intérieur. Il y a un vrai débat chez vous. Vous n'êtes pas d'accord sur ces sujets, vous pouvez le dire, c'est pas grave. Alors, c'est pas grave de ne pas être d'accord, du tout. C'est vrai, ce que je dis, ou c'est faux? Il y a des désaccords au point d'entrée. Alors, au point d'arrivée, c'est voté, il y a eu un débat et il y a des amendements. Et quand je parle de valeur ajoutée, c'est qu'il peut arriver que les textes de M. Collomb, quand ils passent à l'Assemblée et à la Commission des lois, soient un peu différents en sortie qu'à la rentrée. Un peu, beaucoup même. Hein? Donc vous travaillez dessus, Bien sûr, alors pas moi personnellement, mais non, mais bien mes sûr, collègues. dans les commissions, Bien sûr, on travaille dessus. Parce qu'ils trouvent les textes de Gérard Collomb trop sévères. Par moments, oui, ils sont un peu raides. Parce que, oui. Ouais, c'est ça. Bon, c'est clair. Si je vous dis, touche pas à mon SMIC, vous répondez quoi? Je réponds, faut voir. Faut voir, je pense que le SMIC, ça a des avantages, mais qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels il y a un SMIC qui n'est pas d'État, il y a un SMIC qui est négocié, il y a un SMIC qui est par branche. Je pense que le SMIC a en France une vertu, c'est qu'il est haut, et il a un inconvénient très fort, c'est qu'il écrase complètement la hiérarchie des bas salaires. Et que donc il ne permet pas de carrière ouvrière, au sens où on peut l'entendre. Alors voilà. Effectivement, c'est un rapport d'économiste qui a été remis mardi et qui préconise effectivement de revoir son mode de calcul. Inquiétude forcément du côté de l'opposition. C'est toujours celui qui est en bas de l'échelle qui doit payer. C'est toujours lui qui coûte trop cher. Jamais vous n'entendrez parler de ceux qui ont des golden parachutes, de ceux qui ont des salaires qui sont 200, 300 fois supérieurs au SMIC. On en est à dire qu'il faut geler toutes les formules qui permettaient de revaloriser à minima le SMIC chaque année. Admettez qu'on est quand même dans une forme de deux poids deux mesures qui devient insupportable. Réponse ? Alors moi j'ai beaucoup d'amitié pour Olivier Faure, qui est un monsieur pondéré, qui modère ses jugements. Quand ça commence comme ça, en général, ça finit très mal. Alors qu'est-ce que vous allez nous dire sur Olivier Faure ? Bon, dans le SMIC, il y a une augmentation qui est égale à l'inflation, plus la moitié de la hausse des salaires au niveau des bas salaires. Ça veut dire que dès que vous augmentez les bas salaires, vous devez en conséquence augmenter le SMIC. Voilà, et qu'il y a une espèce de boule de neige qui augmente en permanence le coût du travail. Beaucoup plus vite, je dirais, quelque part, que l'économie. Hein. Donc, oui. Non, mais ça veut dire, en conséquence de quoi, qu'on fait des allègements de charges massifs sur les bas salaires aussi. Donc il y a une dynamique là qui n'est pas très positive. Alors faut-il garantir le pouvoir d'achat des smicards ? Ça me semble une évidence. Donc il ne faut pas qu'effectivement qu'on remette en cause ce pouvoir d'achat. Pour qu'on comprenne bien ce que vous voulez dire, mais vous considérez que le SMIC c'est un obstacle à l'emploi ? Disons les choses franchement. Non, tout emploi mérite rémunération. Il y a des façons d'augmenter, je dirais, les rémunérations des bas salaires à travers, par exemple, la prime pour l'activité. C'est pas sûr que l'indexation du SMIC au-delà du niveau de l'inflation soit la meilleure outil. Alors vous comprenez quand même que pour vos électeurs, ce soit un petit peu dur à avaler. Vous venez de supprimer l'ISF et en même temps, il est possible qu'éventuellement on touche au SMIC. Vous imaginez quand même le signal envoyé ? La concordance ? Je ne propose pas de toucher au SMIC. On propose, à titre personnel, je serais contre la remise en cause du SMIC. Je serais pour, effectivement, le maintien de son pouvoir d'achat, mais je ne suis pas sûr que l'indexation automatique du SMIC sur l'augmentation du pouvoir d'achat des salaires en général soit quelque chose qui soit vertueux pour les bas salaires. Je ne suis pas sûr.
Et je pense qu'il y a d'autres outils pour soutenir le pouvoir d'achat. D'accord, mais ça ne signifierait pas forcément une baisse du SMIC. Ah non, enfin, en tout cas, à titre personnel... Ça, c'est garanti. Je ne sais pas si c'est garanti, c'est un rapport, donc on n'en est pas encore là, mais à titre personnel, je serais contre le fait d'avoir une baisse du pouvoir d'achat des SMICards. Ouais, touche pas au nom SMIC alors. Ou presque. On parlait donc de cette idée de quelques-uns des députés La République En Marche d'organiser des cycles de rencontres avec des intellectuels. Invitation qui a été envoyée aux 313 députés La République En Marche. Les 20 premières réponses pourront assister au premier colloque qui aura lieu le 20 décembre avec notamment Hervé Lebras. Vous avez demandé à y aller ou pas ? Alors, j'irai probablement. Je trouve ça une excellente initiative. Je pense qu'on n'est pas forcément... Vous savez, c'est un mouvement tellement nouveau. Qu'il manque donc de culture collective, vous avez dit. Oui, et deuxièmement, c'est un mouvement qui peut-être, si jamais il commence à s'auto-analyser lui-même sans beaucoup de recul, deviendra un peu nombriliste. C'est-à-dire que quand on fait du vélo et quand on est en pleine vitesse dans la côte, en pleine montée plutôt, c'est pas sûr qu'on soit le meilleur à pouvoir apprécier sa place dans le paysage. On est tous là un peu par hasard, je le dis franchement. On se sent une équipe collective très soudée entre l'exécutif, les parlementaires et les responsables d'En Marche. C'est important ce que vous dites. C'est rare d'entendre un député dire ça. On est tous là un peu par hasard. C'est-à-dire que quelque part, ceux qui disaient au mois de juin, à La République En Marche, certes, il y en a qui se sont battus, mais la plupart, de toute façon, la vague était telle que, de toute façon, ils ont fait 50, 60, 70, ils ne savent même pas pourquoi. Ils n'avaient pas tort, finalement. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un an, il y a 15 mois maintenant, personne au sein du gouvernement et pratiquement personne au sein des députés se projetait comme futur député ou futur ministre. Presque personne. On a 20 députés sortants sur les 311. Donc rendez-vous compte. Et on a été tous désignés en avril-mai. Donc il y a eu une espèce de hold-up démocratique, si je puis dire, qui a été fait sur La République par Emmanuel Macron, qui a embarqué avec lui des gens qui ont répondu à l'appel du 18 juin et qui sont portés comme volontaires. Donc on y est allé, on y est. Et notre démarche, elle n'est pas individuelle par rapport à ça. Et est-ce que vous trouvez que parmi les plus de 300 députés, dans ce hold-up démocratique, comme vous dites, il y en a qui usurpent un peu leur place? Ou vous vous dites, on ne citera pas de nom, mais vous vous dites, quand même, il manque d'épaisseur, il manque de sens politique, il manque de qualité de terrain, il manque de... Vous dites, bon... Écoutez, on est dans un collectif de 311. Il y a un niveau de diversité, de richesse, d'expérience totalement en dehors des schémas politiques classiques qui fait un plaisir fou. Donc moi, je préfère, comme toujours, regarder un petit peu ce qu'il y a de bien dans cette affaire. S'il y en a quelques-uns qui, effectivement, pensent avoir fait le mauvais choix, ils ont 5 ans pour y réfléchir et ils ne se représenteront pas. Ce n'est pas très grave. Si d'autres se disent « j'ai fait mon mandat, j'ai répondu à l'appel, maintenant la machine est sur les rails et c'est d'autres que moi parce que je ne suis pas là pour gérer le quotidien », c'est bien aussi. Mais allez voir des intellectuels comme ça, allez voir des intellos se nourrir. Ils ont besoin, c'est pour éviter de dire des bêtises ou de faire des erreurs dans les médias. C'est pas parce qu'il y en a peu qui viennent. Vous êtes peu nombreux à venir sur les médias, sur les 312. Donc c'est quoi? C'est cours de rattrapage, on avait mis. Ils ont besoin, ils sont pas au niveau. Qu'est-ce que le macronisme? Dites-moi, moi je sais pas. Justement, est-ce que le macronisme peut être défini uniquement par les gens qui sont porteurs de ce projet, pour lesquels l'engagement est lié surtout à quelques valeurs très simples. C'est l'envie, vous avez dit John Hallyday, l'envie. Envie, positif, construire, ouverture, tolérance, voilà, acceptation de la complexité du monde. Ça ne fait pas un programme, ça ne fait pas une idéologie. Et puis, un programme à côté, un programme législatif présidentiel. C'est les deux éléments constitutifs. Après, il y a un casting, comme on dit en termes, pour mettre les gens qui peuvent porter ce programme. Ce que je pense réellement, c'est que si jamais on a du succès, si globalement les réformes sont appliquées, sont performantes et redonnent espoir à la France, à ce moment-là, je dirais, la machine sera sur sa dynamique et on n'aura pas de problème de cohésion, on n'aura pas de problème d'ADN. Mais si ça se passe mal... Non, parce que c'est ce que j'allais dire. Pour l'instant, franchement, vous avez une chance incroyable. Il n'y a personne. Vous êtes seul sur le ring. Est-ce que c'est une chance? Je ne sais pas. Ou est-ce que ça a été... aider l'opposition à se reconstituer, aider les opposants à se reconstituer. Effectivement, c'est pas sain démocratiquement qu'il n'y ait qu'un parti unique pendant 5 ans. Moi, je ne suis pas inquiet, je connais les Français. Ils ne vont pas supporter un parti unique pendant très longtemps. 5 ans, c'est vraiment le maximum, mais je suis sûr que d'ici 5 ans, on aura une reconstruction à droite et à gauche. Vous en appelez aux difficultés, finalement. C'est peut-être trop facile. Si vous arrêtez un petit moment, vous regardez en arrière, le mois de juin, ça vous paraît loin? Très loin. Très loin, parce qu'effectivement, on a fait tellement de choses en 6 mois. Et aujourd'hui, on a déjà un bilan. On n'a pas eu de période d'essai. Ça a été brutal dès le début. On a été surexposé.
ça a été darwinien. Certains, je dirais. C'était dur, hein. L'été n'a pas été bon. Hein. L'été n'a... Vous, les députés. Hein, oui, l'été n'a pas été bon. Il faut dire qu'on n'a pas eu non plus beaucoup de bienveillance autour de nous. Et c'est pas très grave finalement, parce que quelque part, c'est le bilan qui compte. Pas de bienveillance. Encore une fois, vous n'avez pas d'opposants, vous n'avez pas de. Franchement, vous avez. Le temps de parole. Vous avez une chance qu'aucune majorité n'a eu depuis 20 ou 30 ans. Hein. On en est conscient et on veut la. Donc les résultats doivent être là. Catherine Deneuve dit qu'on ne vieillit pas, on grandit. Vous avez pris combien de centimètres en quelques mois? Quelques cheveux blancs pour l'instant. Merci beaucoup, Jacques Maire, d'avoir répondu à nos questions. Restez avec nous, vous retrouvez Julien Metz pour le journal. Et on vient d'apprendre que le football français va rendre hommage à Johnny Hallyday. Une chanson sera diffusée avant chaque match de Ligue 1 et Ligue 2 tout au long du week-end en France. Et juste après, vous retrouvez bien évidemment Adrien Gindre pour le débat sur LCI.